Je fixais mon téléphone, lisant le texto pour la 3e fois. Nous sommes trop fatigués du voyage de ta sœur pour assister à ta remise de diplôme, avait écrit maman. Amanda venait de rentrer de 3 semaines de tournée en Europe. Tous frais payés par nos parents. Je devais recevoir mon diplôme de Harvard dans 2 jours. J'ai répondu, reposez-vous bien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais été choisi comme major de promotion. Mon discours serait diffusé à l'échelle nationale sur C-SPAN. 4 années à être le fils invisible, et c'était censé être mon moment. Au lieu de cela, je serais seul sur cette estrade. Le matin de la remise des diplômes est arrivé avec un temps parfait de la Nouvelle-Angleterre. Le soleil filtrait à travers les arbres de la cour de Harvard, projetant des ombres tachetées sur les bâtiments historiques. J'ai ajusté ma toque et ma toge, regardant les familles affluer sur le campus. Des parents portaient des fleurs. Des frères et sœurs tenaient des pancartes de félicitations. Des grands-parents se déplaçaient lentement mais fièrement vers leur siège. Je me tenais seul près de Memorial Church, vérifiant mon téléphone une dernière fois. Rien. Aucun changement d'avis de dernière minute. Aucune arrivée surprise. Juste le silence de Philadelphie. Mon colocataire Tyler m'a trouvé là. Ses parents étaient juste derrière lui. Sa mère, déjà en larmes de fierté. Elle a serré Tyler dans ses bras puis s'est tournée vers moi. Murray, où est ta famille? J'ai forcé un sourire. Ils n'ont pas pu venir. Des problèmes de travail. Le père de Tyler, un homme aimable nommé Robert, qui enseignait l'anglais au lycée, a posé sa main sur mon épaule. Alors tu t'assieras avec nous à la réception. Pas de discussion. La mère de Tyler, Sarah, a insisté pour prendre des photos avec moi. Elle s'est positionnée entre Tyler et moi, rayonnante comme si j'étais son propre fils. Cette gentillesse rendait l'absence plus douloureuse. La cérémonie a commencé avec la pompe traditionnelle. Des milliers de diplômés remplissaient la cour. La présidente de l'université, Christinae, a souhaité la bienvenue à tous, a parlé de réussite et d'opportunités, des responsabilités qui accompagnent une éducation à Harvard. Puis elle m'a présenté. Je me suis approché du podium, le cœur battant la chamade. Mon discours s'intitulait « L'investissement invisible ». Je l'avais écrit et réécrit des dizaines de fois, essayant de trouver l'équilibre entre l'honnêteté et la dignité. J'ai commencé par parler des étudiants qui finançaient leurs propres études, de ceux qui n'avaient pas de filet de sécurité, pas d'argent familial sur lequel se rabattre, pas de parents qui pouvaient appeler des amis influents. J'ai parlé de mes 3 emplois pendant les vacances d'été, du choix du plan de repas à la cafétéria en fonction du coût plutôt que de la préférence, du fait de passer les vacances sur le campus parce que les billets d'avion pour rentrer à la maison étaient trop chers. Puis j'ai changé de sujet. Certains d'entre nous ont appris très tôt que l'amour est soumis à des conditions, ai-je dit. Que votre valeur est mesurée par rapport aux accomplissements d'un frère ou d'une sœur. Qu'être le mauvais enfant signifie être l'enfant invisible. Je n'ai pas nommé mes parents. Je n'en avais pas besoin. J'ai parlé de la douleur de réaliser quelque chose d'extraordinaire et de n'avoir personne de son sang qui se soucie assez pour en être témoin, du type spécifique de solitude qui vient de l'indifférence familiale plutôt que de l'absence. Ma voix est restée stable, mais l'émotion remplissait chaque mot. Quand j'ai terminé, le silence a duré 3 battements de cœur avant que les applaudissements n'éclatent. Ce n'étaient pas des applaudissements polis et congratulatoires. C'était un tonnerre, soutenu, émotionnel. Les gens étaient debout, certains pleuraient. Après la cérémonie, Tyler et ses parents m'ont emmené déjeuner dans un restaurant de Harvard Square. Sarah n'arrêtait pas de me toucher le bras, me demandant si j'allais bien. Robert m'a dit que mon discours était la chose la plus puissante qu'il ait entendue en 30 ans de remise de diplôme. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 15 heures. Notification Twitter, tag Instagram, message Facebook. J'ai ouvert Twitter et j'ai vu des extraits de mon discours partout. Quelqu'un l'avait enregistré et posté la vidéo. Elle se répandait comme une traînée de poudre. Les commentaires affluaient. Ce major de Harvard qui dit la vérité sur la négligence familiale me fait pleurer. Quand il a parlé d'être l'enfant invisible, je l'ai ressenti dans mon âme. Partagez ça partout. Voilà à quoi ressemble le vrai succès. Les médias s'en sont emparés. Le discours émouvant du major de Harvard sur la négligence familiale devient viral. Le meilleur diplômé dit la vérité sur l'amour conditionnel. Le soir, la vidéo avait 5 millions de vues. Puis les appels ont commencé. Maman,
papa, Amanda. Encore et encore, les messages vocaux s'accumulaient. Le message de maman, Murray, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu parlais? Nous serions venus. Rappelle-moi immédiatement. Celui de papa, à quoi pensais-tu? Ce discours nous fait passer pour des parents terribles. Nous devons en parler. Celui d'Amanda, tu es sérieux, là? Sais-tu ce que tu as fait? Les gens m'envoient des messages horribles. Appelle-moi. Je les ai tous ignorés. Tyler et moi sommes allés à une fête avec nos camarades de classe. J'ai essayé de profiter de ma réussite, mais mon téléphone n'arrêtait pas. À minuit, j'avais 73 appels manqués. Le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner dans un café quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. L'instinct professionnel m'a fait répondre. Murray, c'est Janet Carlson de Whitman & Associates. Mon estomac s'est noué. Whitman & Associates était le prestigieux cabinet de conseil où j'avais accepté un poste à partir d'où. Janet était une associée senior. Quelqu'un 3 niveaux au-dessus du recruteur qui m'avait embauché. Bonjour, ai-je réussi à dire. J'ai vu votre discours, a-t-elle dit. Son ton était neutre, indéchiffrable. Nous devons parler. Pouvez-vous me rencontrer pour un café aujourd'hui? Quelque chose dans sa voix a déclenché des signaux d'alarme dans mon cerveau. Ce n'était pas un appel de félicitations. Bien sûr, ai-je dit. Quand et où? J'ai rencontré Janet dans un café calme près de la rivière Charles. Elle avait la cinquantaine, impeccablement vêtue d'un tailleur bleu marine, ses cheveux sombres tirés en un chignon professionnel. Elle a commandé un café noir et est allée droit au but. Votre discours était puissant, a-t-elle commencé. Honnête et émouvant. Dans d'autres circonstances, je vous féliciterais sans réserve. Ma poitrine s'est serrée. Dans d'autres circonstances. Janet a soupiré. Notre plus gros client est Peterson Media Group. Richard Peterson en est le propriétaire. Il a vu votre discours hier soir. Ce matin, il a appelé directement notre associé directeur. J'ai attendu, sachant déjà que cela tournait mal. Richard Peterson est passionné par les valeurs familiales. Les structures traditionnelles, le respect générationnel, tout ce cadre. Il a trouvé votre discours dérangeant. Il a exprimé des inquiétudes quant au fait que le cabinet embauche quelqu'un qui attaquerait publiquement sa propre famille. Le mot « attaquer » m'a frappé comme un coup de poing. Je n'ai attaqué personne. J'ai parlé de mon expérience. Je comprends cela, a dit Janet, et elle semblait sincère. Vraiment. Mais le compte de Peterson vaut 12 millions de dollars par an. Il menace de revoir son contrat avec nous si nous procédons à votre embauche. Le café m'a soudain semblé trop chaud. Alors, je suis viré avant même de commencer? Pas encore, a dit Janet prudemment. Mais nous avons besoin de limiter les dégâts, rapidement. Peterson veut voir la preuve que vous avez une relation fonctionnelle avec votre famille. Il a besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes stable, mature, capable de représenter le cabinet. Comment suis-je censé fournir cela, exactement? Janet s'est penchée en avant. Publiez une déclaration publique clarifiant que votre discours ne concernait pas spécifiquement vos parents. Faites une interview médiatique montrant une réconciliation familiale. Faites apparaître vos parents avec vous. Démontrez qu'ils vous soutiennent. Montrez au monde que c'était un malentendu, que vos relations familiales sont solides. Je l'ai dévisagé. Vous voulez que je mente. Je veux que vous gériez votre image publique, a-t-elle corrigé. C'est du conseil, Murray. La perception compte. Les relations avec les clients comptent. Je vous apprécie. Je pense que vous serez excellent à ce poste, mais j'ai besoin que vous régliez cette situation, sinon je ne peux pas protéger votre offre. Elle a fait glisser une carte de visite sur la table. Elle appartenait à une consultante en relations publiques. Appelez-la aujourd'hui. Elle peut vous aider à élaborer le bon message et à parler à vos parents. Réglez ça. Vous avez une semaine. Après le départ de Janet, je suis resté seul avec un café froid, essayant de digérer. Mon moment de vulnérabilité honnête était maintenant un handicap professionnel. Mon refus de prétendre que tout allait bien avait mis ma carrière en danger. Mon téléphone a vibré. Un autre message vocal de maman. J'ai finalement écouté. Murray, assez de ce traitement silencieux. Tu as embarrassé toute cette famille.
Amanda reçoit des messages de haine d'inconnus. Les collègues de ton père lui posent des questions inconfortables. Tu dois régler ça immédiatement. Rappelle-moi. Aucune excuse. Aucune reconnaissance d'avoir manqué ma remise de diplôme. Juste de la colère parce que je leur avais donné une mauvaise image. Je devais essayer, cependant. Pour mon travail. Je devais essayer. J'ai texté mes parents. Pouvons-nous nous rencontrer? Je rentre à Philadelphie. Maman a répondu en quelques minutes. Enfin. Demain à 14 heures. À la maison. Le trajet jusqu'à Philadelphie le lendemain a duré 6 heures. J'avais grandi dans une banlieue confortable, le genre d'endroit où les pelouses étaient parfaitement entretenues et où les voisins rivalisaient de décorations de Noël. La maison de mes parents était une maison coloniale de 4 chambres avec des volets noirs et un garage pour 2 voitures. La Mercedes d'Amanda était dans l'allée. J'ai sonné, même si j'avais une clé. Il me semblait déplacé d'entrer comme ça maintenant. Papa a répondu. Donald Murphy avait 58 ans, toujours en forme grâce à sa routine de gym, portant un pantalon kaki et un polo de golf, même si c'était un mardi après-midi. Il était un cadre intermédiaire chez Barrett Pharmaceuticals. Assez réussi, mais toujours légèrement plein de ressentiment de ne pas être monté plus haut. Entre, dit-il sèchement. Le salon était exactement comme je m'en souvenais. Les récompenses immobilières de maman sur le manteau de la cheminée. Des photos de famille couvrant les murs, bien que j'ai remarqué que le ratio était d'environ 3 photos d'Amanda pour une qui m'incluait. Maman, Barbara, était assise sur le canapé de couleur crème, les bras croisés. Amanda était assise à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. Personne ne m'a serré dans ses bras. Personne n'a dit félicitations. Assieds-toi, dit maman, désignant le fauteuil en face d'eux. Je me suis assis. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, a commencé maman. J'ai perdu 2 clients cette semaine, moi aussi. Parce que leurs amis ont vu ce discours et maintenant ils pensent que je suis une sorte de mère monstrueuse qui a négligé son fils brillant. La réputation de ta mère est essentielle dans l'immobilier, a ajouté papa. Tu lui as nui professionnellement. Et les gens m'envoient des menaces de mort, a ajouté Amanda, levant les yeux de son téléphone. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle avait 25 ans, 2 ans de plus que moi, et vivait à la maison depuis qu'elle avait obtenu son diplôme d'une université privée que nos parents avaient entièrement payée. Des étrangers me disent que je suis une enfant gâtée, que je ne mérite pas l'amour de mes parents. C'est insensé, Murray. J'ai pris une grande inspiration. Je ne voulais blesser personne. Je parlais de mon expérience. Ton expérience? La voix de maman s'est élevée. Nous t'avons tout donné. Nous t'avons mis un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, payé tes dépenses jusqu'à tes 18 ans. Vous avez entièrement payé les études d'Amanda, ai-je dit doucement. Je n'ai rien eu. Tu as eu des bourses, a dit papa. Tu n'avais pas besoin de notre aide. Amanda si. Ça s'appelle être pragmatique. La logique tordue était si familière qu'elle ne faisait presque plus mal. Presque. Écoutez, ai-je dit, en essayant une approche différente. Mon offre d'emploi est en péril à cause de la publicité. Je dois limiter les dégâts. Une déclaration publique, peut-être une photo de famille, quelque chose qui montre que nous allons bien. Maman et papa ont échangé un regard. Nous avons déjà parlé à un avocat, a dit papa. Bill Henderson, mon colocataire d'université. Il est spécialisé en diffamation. Mon sang s'est glacé. Diffamation? Tu as insinué à la télévision nationale que nous étions des parents négligents, a dit maman. C'est diffamatoire. Bill pense que nous avons un dossier solide. Ton discours nous a causé un préjudice financier mesurable. Vous me poursuivez en justice? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Nous y pensons, a dit papa. À moins que tu n'arranges les choses. Nous voulons 50 000 $ pour préjudice d'image. Nous savons que tu as des économies grâce aux bourses et à tes jobs sur le campus. Tu nous paies, nous signons une décharge, et nous ferons ta petite réconciliation de relations publiques pour ton travail. J'avais l'impression d'être entré dans une réalité alternative. Vous voulez que je vous paie 50 000 $ pour que vous prétendiez me soutenir. Nous voulons une compensation pour ce que tu nous as coûté, a dit maman froidement. Amanda souriait légèrement, faisant toujours défiler son téléphone.
Elle semblait apprécier la situation. Je me suis levé. Je dois y réfléchir. Tu as 48 heures, a dit papa. Après ça, Bill dépose la plainte. Je suis sorti de cette maison, tremblant de rage et d'incrédulité. Je suis retourné à Cambridge dans un état second, me souvenant à peine du voyage. Tyler m'a trouvé assis dans notre appartement à minuit, fixant le vide. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Ils veulent 50 000 $ ou ils me poursuivent pour diffamation. La mâchoire de Tyler est tombée. C'est de l'extorsion. Dis ça à leur avocat. Mon téléphone a sonné. Amanda. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Murray. Sa voix était douce, presque suave. Je suis tellement désolé pour tout à l'heure. Maman et papa sont ridicules. Le changement de ton était déconcertant. Vraiment? Oui. Écoute, je sais que je n'ai pas été génial aujourd'hui, mais j'ai réfléchi. Toute cette situation est un gâchis. Tu ne devrais rien leur payer. C'est fou. Un soulagement m'a envahi. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Pouvons-nous nous voir demain? Juste nous deux? Je veux t'aider à trouver une solution. Peut-être que je peux leur parler, les convaincre d'abandonner toute cette histoire de procès. Tu ferais ça? Tu es mon frère, a-t-elle dit. J'aurais dû être là pour toi avant. Laisse-moi arranger les choses. Il y a un café près de Ritenu Square. Et si on déjeunait à 1h? J'ai accepté, plein d'espoir pour la première fois depuis des jours. L'après-midi suivant, j'ai repris le train pour Philadelphie. Le café était chic, le genre d'endroit qu'Amanda aimait. Elle était déjà là, portant des lunettes de soleil de créateur et une robe élégante, buvant un latte glacé. Elle m'a serré dans ses bras quand je suis arrivé, ce qui m'a surpris. Je suis contente que tu sois venu. Nous avons commandé à manger et avons parlé. Elle semblait sincèrement sympathique au début, me posant des questions sur Harvard, sur ma situation professionnelle, sur la façon dont je gérais tout. J'ai commencé à me détendre. Puis son ton a changé. Alors, j'ai réfléchi, a dit Amanda. Toute cette histoire de discours viral, c'est en fait une opportunité pour nous deux. Que veux-tu dire? Elle a sorti son téléphone et m'a montré un compte Instagram. Il avait un en-tête professionnel, Amanda Murphy, Lifestyle and Family Insight. La biographie disait, sœur du major de promotion de Harvard, partageant notre parcours. J'ai commencé ça il y a 3 jours, a-t-elle dit. J'ai déjà 20 000 abonnés. Les gens sont fascinés par notre histoire. J'ai eu froid. Notre histoire. Pense-y, Murray. Tu es célèbre en ce moment. Je peux en tirer parti. Je poste sur le fait d'être une sœur solidaire d'un frère qui réussit, sur la dynamique familiale, sur le fait de surmonter les défis. Des marques me contactent déjà pour des sponsorings. Tu monétises mon discours de remise de diplôme. Notre situation familiale, a-t-elle corrigé? Et je veux que tu y participes. Fais du contenu commun avec moi. Apparais dans mes publications. Peut-être qu'on pourrait lancer une chaîne YouTube ensemble. On pourrait gagner beaucoup d'argent, Murray. Je parle d'un revenu à 6 chiffres en un an si on joue bien nos cartes. Je l'ai dévisagé. Es-tu folle? Je viens de te dire que mon travail est en jeu à cause de cette publicité, et tu veux que je fasse plus de contenu? Son expression s'est durcie. Je t'offre une opportunité. Ça pourrait être bon pour nous deux. Non, Amanda. Absolument pas. Je veux retrouver ma vie, pas plus d'attention. Elle a posé son latte soigneusement. C'est décevant. Je suis désolé si le fait de vouloir de l'intimité te déçoit. Voilà le truc, Murray. Sa voix est devenue froide. J'ai déjà été contacté par des producteurs de plusieurs médias. Ils veulent m'interviewer à ton sujet, sur comment tu étais vraiment en grandissant, sur le fait que ton discours était véridique ou exagéré. Mon estomac s'est noué. De quoi parles-tu? Je dis que j'ai une histoire à raconter. Je peux raconter la version où je te défends, te soutiens, confirme tout ce que tu as dit. Ou je peux raconter une version différente. Une où tu étais en fait un enfant difficile et plein de ressentiments qui a rendu notre enfance misérable. Où tu m'as toujours envié pour être plus populaire. Où ce discours était une vengeance, pas la vérité. Tu mentirais à mon sujet?
Je partagerai ma perspective. J'ai des textos, Murray. Des photos de nos enfants où tu as l'air en colère ou distant. Je peux les contextualiser comme je veux et les gens me croiront parce que je suis la sœur sympathique qui est harcelée en ligne à cause de ce que tu as dit. J'ai eu la nausée. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es égoïste, a-t-elle cassé. C'est une opportunité unique et tu es trop fier pour le voir. Aide-moi à construire cette marque où je raconte ma version de notre histoire. À toi de choisir. Je me suis levé. Nous avons terminé ici. Tu as jusqu'à vendredi, a-t-elle crié après moi alors que je sortais. C'est là que je fais l'interview avec Rise and Shine America. J'ai déjà dit oui. La question est de savoir si je te défends ou si je t'enterre. J'ai atteint la gare avant que mes mains ne cessent de trembler. Ce soir-là, j'ai reçu un email qui confirmait qu'Amanda ne bluffait pas. Il venait d'une productrice de Rise and Shine America, une grande émission matinale nationale. Ils avaient réservé Amanda pour un segment sur la dynamique familiale à l'ère des médias sociaux. Ils m'invitaient à participer, mais le ton indiquait clairement qu'ils avaient déjà choisi leur angle. J'allais être le méchant. Tyler m'a trouvé devant mon ordinateur portable, lisant l'email pour la 5e fois. Elle le fait vraiment. On dirait bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en avais aucune idée. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans un flou de panique et d'impuissance. J'ai appelé la productrice de Rise and Shine America, essayant d'expliquer ma version, mais elle a été polie mais dédaigneuse. Nous serions ravis d'inclure votre perspective, Murray, mais Amanda a déjà confirmé, et nous devons avancer avec le segment comme prévu. Je n'avais pas les moyens d'engager un avocat pour envoyer une mise en demeure. Une simple consultation coûtait $300 de l'heure, et l'avocat à qui j'ai parlé a dit que je devrais le retenir pour au moins $15 000 d'avance pour entreprendre une action réelle. Mes économies provenant des bourses et des emplois à temps partiel s'élevaient à environ $60 000, mais c'était censé être mon filet de sécurité pour déménager pour mon nouveau travail. Le premier et le dernier mois de loyer, les meubles, tout. J'étais piégé. Mes parents voulaient $50 000. Un avocat coûterait $15 000, et j'avais encore besoin d'argent pour vivre. Le segment de l'émission matinale a été diffusé un jeudi. Tyler et moi l'avons regardé ensemble dans notre appartement, tous deux silencieux et tendus. Amanda était parfaite à la caméra. Elle portait un pull rose poudré, un maquillage minimal, ses cheveux coiffés en vagues lâches. Elle paraissait vulnérable, sympathique, légèrement blessée. L'animatrice, Melissa Cameron, l'a présentée avec sollicitude. Vous êtes la sœur de Murray Murphy, le major de promotion de Harvard dont le discours émouvant de remise de diplôme est devenu viral. Ce discours a dépeint une image de négligence familiale. Vous êtes ici pour partager votre perspective. Amanda a hoché la tête, ses yeux déjà brillants de larmes. Merci de me recevoir, Melissa. Cela a été incroyablement difficile. Parlez-nous de votre frère. Amanda a pris une grande inspiration. Murray et moi avons grandi ensemble dans un foyer aimant à Philadelphie. Nos parents ont travaillé dur pour subvenir à nos besoins. Mais Murray a toujours lutté contre le ressentiment. Il était très académique, très sérieux, et je pense qu'il sentait que nos parents ne valorisaient pas ses réussites de la même manière qu'ils appréciaient ma personnalité plus sociale et extravertie. Donc, vous dites que la négligence qu'il a décrite n'était pas réelle? Je dis que Murray a toujours vu les choses à travers un prisme de compétition. Quand nos parents ont payé mes études, c'est parce que j'avais besoin de ce soutien. Murray a obtenu des bourses. Il était brillant. Mais au lieu d'être fier de son indépendance, il m'en voulait d'avoir besoin d'aide. Il comptait tout. Elle a montré des photos à la caméra. Une d'un Noël en famille où j'étais assis à l'écart, l'air sérieux. C'est typique de Murray, a dit Amanda. Toujours se mettre à l'écart puis nous blâmer pour la distance qu'il a créée. Une autre photo de la remise de diplôme d'Amanda au lycée où j'étais en arrière-plan, sans sourire. Il ne pouvait même pas être heureux pour moi à ma propre remise de diplôme. Nos parents l'ont remarqué. Ça leur a fait mal. Melissa a hoché la tête avec sympathie. Cela a dû être difficile pour la famille. Ça l'a été. Et maintenant ce discours. Melissa, nos parents sont dévastés. Ils ont manqué sa remise de diplôme à Harvard parce qu'ils étaient épuisés. Ma mère a une carrière exigeante dans l'immobilier. Mon père travaille 60 heures par semaine. Ils ne sont pas parfaits, mais ce ne sont pas des monstres.
Pourtant, Murray a choisi de les dépeindre ainsi à la télévision nationale, sachant que cela deviendrait viral. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? La voix d'Amanda s'est légèrement brisée. Je pense que Murray a porté ce ressentiment si longtemps qu'il a finalement trouvé une plateforme assez grande pour les blesser. C'est de la vengeance. C'est calculé. Et honnêtement, c'est effrayant. Nous sommes sa famille. Et il est prêt à nous détruire publiquement pour attirer l'attention. Lui avez-vous parlé depuis le discours? J'ai essayé. Il ne prend pas mes appels. Il ne veut pas communiquer. J'espère juste qu'il obtiendra l'aide dont il a besoin. Nous l'aimons. Nous l'aimerons toujours. Mais nous ne pouvons pas cautionner ce genre de comportement nuisible. Le segment s'est terminé avec Melissa remerciant Amanda et encourageant les téléspectateurs à réfléchir de manière critique aux moments viraux et aux histoires que nous ne voyons pas. En 1 heure, le récit s'était complètement inversé. Twitter a explosé. Alors, le diplômé de Harvard était en fait le problème depuis le début. Sa sœur semble sincèrement blessée. Peut-être avons-nous été trop prompts à juger les parents. Cas classique d'un gamin pourri gâté qui dénigre sa famille pour obtenir de la sympathie. Des articles d'opinion sont apparus sur des sites d'information. Quand le succès engendre la cruauté, la face sombre de la culture de la réussite. Le discours viral du major de Harvard, une mise en garde sur la honte publique. Quelqu'un a lancé le hashtag Team Amanda. Mon téléphone a sonné à 11 heures du matin. Janet Carlson de Whitman & Associates. Murray, je viens de regarder Rise and Shine America. J'ai fermé les yeux. Janet, ce n'était pas vrai. Elle ment. Richard Peterson a de nouveau appelé notre associé directeur. Il a spécifiquement demandé que nous retirions votre offre. Je suis désolé, Murray. Le cabinet ne peut pas être associé à cette controverse. Votre offre d'emploi est officiellement révoquée. La ligne est devenue silencieuse. J'avais perdu mon travail avant même de l'avoir commencé. Tyler était furieux pour moi. C'est insensé. Tu dois te battre. Raconte ton histoire. Qui va m'écouter? Amanda avait l'air d'une victime là-haut. Les gens la croient. Alors nous les ferons te croire, toi. Mais je me sentais paralysé. Tout ce pourquoi j'avais travaillé s'effondrait. Ma réputation était détruite. Ma famille coordonnait une campagne systématique contre moi. Et je n'avais aucune ressource pour me battre. Une lettre recommandée est arrivée le lendemain. Je l'ai signée avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un avis formel d'intention d'intenter une action en diffamation. Mes parents me poursuivaient pour $200 000 de dommages et intérêts. La lettre incluait une offre de règlement. Il descendait à $50 000 si je signais un accord de non-divulgation, publiait des excuses publiques déclarant que mon discours était exagéré et injuste, et acceptait de ne plus jamais parler d'eux publiquement. J'avais 1 semaine pour répondre. Attaché au document juridique se trouvait un article imprimé d'un site web à scandale. Le titre disait « Le major de Harvard a-t-il plagié son discours viral ?» L'article citait des sources anonymes affirmant des similitudes entre mon discours et d'autres discours de remise de diplôme. Il montrait des comparaisons côte à côte qui étaient clairement tirées par les cheveux, prenant des phrases courantes et les faisant paraître suspectes. Mais le mal était fait. La graine du doute était plantée. L'article citait un expert en éducation disant « Si ces allégations sont vraies, Harvard devrait enquêter. L'intégrité académique est primordiale. » J'ai montré à Tyler. Ils essaient de détruire mon diplôme maintenant. Tout ce que je suis. C'est coordonné, a dit Tyler. Ta famille est derrière ça. C'est obligé. Je me suis assis sur notre canapé usé, entouré de cartons de déménagement que j'avais commencé à faire pour un travail que je n'avais plus, et j'ai senti tout le poids de la situation s'abattre sur moi. Je n'avais pas de travail. Je faisais face à un procès que je ne pouvais pas me permettre de combattre. Mon intégrité académique était remise en question. Ma famille avait utilisé mon moment de vulnérabilité comme une arme et avait tourné le monde entier contre moi. Je ne m'étais jamais senti aussi complètement vaincu de ma vie. Je n'ai presque pas dormi pendant 3 jours. Je restais éveillé à faire défiler des commentaires vicieux sur moi en ligne, lisant article après article me dépeignant comme un fils ingrat et manipulateur qui avait trahi sa famille aimante pour attirer l'attention. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Amanda dans cette émission matinale. Ses larmes parfaitement jouées, ses mensonges calculés.
Tyler m'a finalement physiquement pris mon téléphone la 3e nuit. Tu te détruis. Il faut que ça s'arrête. À quoi bon, ai-je demandé. C'est fini. Tout est fini. Non, a dit Tyler fermement. Ce n'est pas le cas. Tu vas te battre. Avec quoi? Je ne peux pas me payer un avocat. Je n'ai pas d'équipe de relations publiques. Amanda a les médias de son côté. Mes parents ont de l'argent et un avocat. Je n'ai rien. Tu as la vérité, a dit Tyler. Et je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Tyler terminait sa première année de droit. Il avait mentionné une professeure qu'il admirait, Helen Baxter, qui enseignait le droit des médias et avait une pratique privée à côté. Tyler lui a envoyé un texto ce soir-là, expliquant la situation en bref. Elle a répondu le lendemain matin, « Venez à mon bureau. » 14 heures, le bureau d'Helen Baxter se trouvait dans un immeuble près de Boston Common. Elle avait la quarantaine, les cheveux grisonnants tirés en une queue de cheval pratique, portant un jean et un sweat de Harvard Law. Son bureau était couvert de dossiers et de revues juridiques. « Asseyez-vous, dit-elle, désignant des chaises en face de son bureau. Tyler m'a donné les grandes lignes. Racontez-moi tout depuis le début. Je lui ai raconté toute l'histoire. La remise des diplômes, le discours, le moment viral, la menace de procès de mes parents, la trahison d'Amanda, l'émission matinale, la perte de mon emploi, les accusations de plagiat, tout. Hélène a écouté sans interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et m'a étudié. Vous savez que ce qu'ils font est de l'extorsion, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Menacé d'un procès pour extorquer de l'argent. C'est un cas d'école. Puis-je le prouver? Peut-être. Avez-vous des documents? Quelque chose qui montre le schéma de comportement que vous avez décrit dans votre discours? J'y ai réfléchi. J'ai des boîtes de trucs en entrepôt, de l'enfance, du lycée. Je ne jette jamais rien. Allez chercher ces boîtes, a dit Hélène. Tout. Nous devons construire votre défense et potentiellement une contre-attaque. La semaine suivante, Tyler et moi sommes allés à l'entrepôt de Cambridge où je gardais ma vie en boîte. Nous avons tout ramené à notre appartement et avons trié des années de souvenirs accumulés. Ce que nous avons trouvé était accablant. Email après email de mes parents refusant d'assister à mes événements. On ne peut pas venir à ta soirée de remise de prix académique. On doit t'aider Amanda avec son truc de sororité. On ne sera pas à la finale de ta compétition de robotique. Amanda a un récital de danse. Les documents financiers que j'avais sauvegardés montraient toute l'étendue de l'inégalité. Une feuille de calcul que mes parents avaient faite pour leurs impôts montrait qu'ils avaient dépensé 160 000 $ pour les études d'Amanda dans une école privée. Ma contribution, 0. Les messages textes que j'avais capturés au fil des ans racontaient leur propre histoire. Ma mère me textant à 18 ans, on ne peut pas t'aider à emménager dans ton dortoir demain. Amanda a besoin d'acheter des meubles pour son appartement. Le texto de mon père pour mon 20e anniversaire, désolé, on ne peut pas venir à ton dîner d'anniversaire. On emmène Amanda à New York pour le week-end. Des photos de vacances en famille auxquelles je n'étais pas invité. Floride, Californie, Colorado. Toujours E3. Une carte d'anniversaire de mes 16 ans. Mon père avait écrit à l'intérieur, Murray, en espérant que cette année tu nous donneras quelque chose à célébrer. Nous avons tout compilé, créé des dossiers, organisé chronologiquement, construit une chronologie qui montrait 23 ans de favoritisme et de négligence systématique. Hélène a tout examiné. Elle a passé des heures à parcourir chaque document, chaque photo, chaque message. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la colère dans les yeux. Ce n'est pas seulement une défense, a-t-elle dit. C'est une demande reconventionnelle. Ce que vos parents ont fait pourrait constituer une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ce qu'Amanda a fait avec cette interview matinale, si nous pouvons prouver qu'elle savait qu'elle mentait, c'est de la diffamation. Et exiger de l'argent pour ne pas vous poursuivre, c'est de l'extorsion. Pouvons-nous gagner? Possiblement. Mais Murray, je veux que vous compreniez quelque chose. Se battre contre ça sera coûteux, prendra du temps. Ce sera plus laid avant de s'améliorer. Votre famille ripostera. Êtes-vous prêt pour ça? J'ai pensé à ma réputation détruite, à mon emploi perdu, à mes parents exigeant 50 000 $, à Amanda jouant la comédie des larmes à la télévision tout en me détruisant.
J'ai pensé à des années à être invisible, à réaliser des choses extraordinaires dans des salles vides, à croire que j'étais peut-être le problème. Je suis prêt, ai-je dit. Alors nous nous battons, a dit Hélène. Mais nous avons besoin de financement. Je peux faire une partie de ce travail pro bono parce que ce cas m'intéresse sur le plan académique, mais nous aurons besoin de ressources pour les frais de dépôt, les frais de justice, les témoins experts si cela va en procès. Avez-vous quelque chose que vous pouvez utiliser? J'avais mes $60 000 d'économie. C'était censé être mon avenir. Mais quel avenir avais-je si je laissais faire? J'utiliserai mes économies, ai-je dit. Hélène a hoché la tête. D'accord, construisons votre dossier. Nous avons passé les 2 jours suivants à nous préparer. Hélène a rédigé une réponse au procès de mes parents qui non seulement se défendaient contre leurs accusations, mais déposaient des demandes reconventionnelles pour détresse émotionnelle et abus. Elle a préparé une lettre de mise en demeure pour Amanda concernant ses déclarations médiatiques. Puis mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu de Californie. J'ai failli ne pas répondre. Murray Murphy? La voix était masculine, confiante, amicale. Oui. C'est Marcus Webb. Je suis le PDG d'Elevation Tech. Nous sommes une start-up de la Silicon Valley travaillant sur des plateformes de technologie éducative. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle un PDG m'appelait. D'accord. J'ai vu votre discours de Harvard, l'original, pas le cirque qui a suivi. J'ai été ému. J'ai suivi ce qui vous est arrivé depuis. Je ne crois pas à la version de votre sœur. Quelque chose dans ma poitrine s'est légèrement détendu. Merci. Ça compte beaucoup. Je vous appelle parce qu'Elevation Tech recrute pour son équipe de stratégie. Nous avons besoin de gens intelligents qui comprennent l'éducation, qui ont une vraie résilience. Je pense que vous seriez un bon candidat. J'aimerais vous interviewer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous voulez m'interviewer après tout ça? Je veux interviewer le gars qui a fait ce discours original, a dit Marcus. Mais voici ma situation. Mon entreprise se développe rapidement. Nous sommes sur le point de faire une levée de fonds importante. Je ne peux pas me permettre de controverse en ce moment. Si je vous embauche alors que ce procès et cette situation médiatique sont toujours actifs, cela pourrait nuire à l'entreprise. Mon espoir s'est dégonflé. Donc, vous ne pouvez pas m'embaucher. Pas encore. Mais je veux vous aider à laver votre nom. Mon entreprise a un cabinet de relations publiques de premier plan sous contrat, Keller Communication. Ils sont les meilleurs dans le domaine. Je vous donnerai accès à eux, sans frais, si vous êtes sérieux dans votre combat. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que j'étais aussi l'enfant invisible, a dit Marcus doucement. Je sais ce que ça fait. Et parce qu'un talent comme le vôtre ne devrait pas être gaspillé parce que votre famille est terrible. Réglez cette situation, lavez votre nom, et ensuite parlons de votre intégration à Elevation Tech. Après avoir raccroché, Tyler m'a regardé. C'était réel? Je pense que oui. Alors, et maintenant? J'ai regardé les preuves étalées dans notre appartement, la documentation de la négligence, la chronologie du favoritisme, la preuve que mon discours était vrai. Maintenant, on contre-attaque, ai-je dit. Hélène a travaillé avec Keller Communication pour développer une stratégie. Le cabinet de relations publiques m'a assigné un consultant nommé David Park, spécialisé dans la gestion de crises de réputation. David a tout examiné. Toutes les preuves, toute la couverture médiatique, toutes les déclarations de ma famille. Ils ont construit un récit, a dit David. Nous devons le démanteler pièce par pièce, méthodiquement. Laissez les faits parler d'eux-mêmes. Nous avons décidé d'une approche à plusieurs volets. Premièrement, j'écrirai un article de blog détaillé intitulé « La vérité sur mon discours de Harvard » qui exposerait toute l'histoire avec des documents scannés. Chaque affirmation serait étayée par des preuves. Pas de manipulation émotionnelle, juste des faits. Deuxièmement, David proposerait l'histoire à des journalistes crédibles, pas à des tabloïds. Nous avions besoin de médias sérieux qui feraient un vrai reportage, pas du sensationnalisme. Troisièmement, Hélène déposerait nos demandes reconventionnelles contre mes parents et enverrait des lettres de mise en demeure à Amanda. Nous faisons tout cela en même temps, a dit David. Les frapper avant qu'ils ne puissent coordonner une autre réponse. J'ai passé 2 jours à écrire l'article de blog. J'ai été prudent, mesuré, factuel. J'ai inclus des images scannées de mai,
de messages textes, de documents financiers. J'ai montré la carte d'anniversaire avec le message blessant de mon père. J'ai fourni la chronologie des événements manqués à côté des preuves de mes réussites, ces événements célébrés. J'ai écrit sur mon enfance et mon adolescence avec des détails cliniques. Comment j'ai appris très tôt que mes accomplissements n'avaient pas autant d'importance que la vie sociale d'Amanda. Comment j'ai intériorisé le message que j'avais moins de valeur. Comment j'ai travaillé 3 emplois à l'université non seulement pour l'argent, mais parce que j'avais besoin de prouver que je pouvais survivre sans eux. J'ai expliqué pourquoi j'avais fait ce discours et pourquoi je n'avais pas nommé mes parents directement. Parce que je parlais d'une vérité universelle sur l'amour conditionnel, pas pour chercher la vengeance. Puis j'ai abordé l'apparition d'Amanda à l'émission matinale et la couverture médiatique qui a suivi, soulignant méthodiquement les incohérences de son histoire et fournissant des preuves qui contredisaient ses affirmations. David l'a relu, a fait des suggestions mineures et l'a approuvé. Hélène l'a relu d'un point de vue juridique pour s'assurer que rien ne pourrait être utilisé contre nous. Puis nous l'avons posté sur un simple site web à mon nom et l'avons mis en ligne. David a proposé l'histoire à The Atlantic, au Boston Globe et à NPR. En 12 heures, les 3 voulaient la couvrir. The Atlantic a publié un long article intitulé « Quand les moments viraux deviennent une guerre familiale, le cas Murray-Murphy ». Ils ont interviewé des experts en éducation, des thérapeutes familiaux et des juristes. Ils ont examiné les preuves que j'avais fournies. Leurs conclusions étaient accablantes pour mes parents et ma sœur. Le Boston Globe a adopté un angle local, interrogeant mes professeurs et conseillers de lycée, qui ont confirmé que j'avais été un élève exceptionnel avec pratiquement aucun soutien familial. NPR a fait un segment radio qui incluait l'audio de mon discours original à côté de portions de l'interview d'Amanda, laissant les auditeurs entendre les différences de ton, l'authenticité de ma voix contre la performance de la sienne. En 48 heures, le récit a de nouveau commencé à changer. Les sections de commentaires se sont remplies de gens s'excusant. J'avais tort à propos de Murray-Murphy. Je n'arrive pas à croire que nous soyons tous tombés dans le panneau de sa sœur. Ces reçus ne mentent pas, mais ma famille n'avait pas fini. Ils ont considérablement intensifié les choses. Mes parents ont déposé une ordonnance restrictive d'urgence au tribunal du comté de Philadelphie, affirmant qu'ils craignaient pour leur sécurité. Leur dossier déclarait que j'avais fait des déclarations menaçantes et que mon article de blog constituait du harcèlement. Ils ont donné des interviews aux chaînes de télévision locales de Philadelphie. Ma mère pleurant à la caméra. Mon père l'air abattu et effrayé. Nous avons peur de notre propre fils, a dit ma mère. Harvard l'a changé. Nous ne le reconnaissons plus. Amanda est allée plus loin. Elle a posté sur Instagram que je m'étais présenté à son appartement en furie 3 jours plus tôt, frappant à sa porte, hurlant des menaces. Elle a inclus une photo de la porte de son appartement avec un horodatage. C'était complètement fabriqué. J'étais à Cambridge il y a 3 jours, avec des témoins et des photos horodatées d'une réunion de groupe d'études pour le prouver. Mais l'accusation a fait les gros titres avant que quiconque ne vérifie les faits. Les nouvelles locales de Philadelphie ont suivi. La famille du diplômé de Harvard dépose une ordonnance restrictive, craint des représailles violentes. La couverture était sympathique envers mes parents, les dépeignant comme des victimes de la dépression psychologique de leur fils. Hélène a immédiatement déposé des requêtes d'urgence pour rejeter l'ordonnance restrictive, mais le tribunal a programmé une audience. Si le juge l'accordait, même temporairement, les dommages à ma crédibilité seraient dévastateurs. Marcus Webb d'Elevation Tech m'a appelé. Je vois les nouvelles de Philadelphie. Qu'est-ce qui se passe? Ils mentent, ai-je dit. Tout. Je peux prouver que je n'étais nulle part près de l'appartement d'Amanda. Je vous crois, a dit Marcus. Mais ça devient très compliqué, rapidement. J'ai besoin que vous gagniez cette audience. La pression était immense. L'audience était fixée 3 jours plus tard au tribunal du comté de Philadelphie. Hélène s'est préparée de manière agressive, rassemblant mes preuves d'alibi, les déclarations de témoins de Tyler et de mon groupe d'études, les données GPS de mon téléphone montrant que j'étais à Cambridge. Nous sommes allés à Philadelphie la veille. Hélène voulait être surpréparée. Nous avons séjourné dans un hôtel près du palais de justice et avons tout examiné jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain, la salle d'audience était bondée. Les médias locaux remplissaient la galerie. Mes parents étaient assis avec leur avocat, Bill Henderson, l'air convenablement inquiet et victimisé. Amanda était là aussi, portant un maquillage minimal conçu pour paraître stressée et effrayée. Le juge était Harold Martinez,
un homme d'une soixantaine d'années réputé pour être traditionnel et sceptique envers les jeunes. Hélène m'avait prévenu qu'il pourrait ne pas être sympathique à un diplômé de l'Ivy League. Bill Henderson a présenté leur cas en premier. Il a montré l'article de blog, le qualifiant d'attaque en ligne conçue pour détruire la réputation de ses parents. Il a diffusé des extraits de la story Instagram d'Amanda sur ma prétendue visite à son appartement. Il a présenté des déclarations de voisins qui affirmaient avoir entendu des cris. Ma mère a témoigné. Elle a pleuré à la barre en parlant de sa peur. Il est de plus en plus instable. Après ce discours, la colère n'a fait que grandir. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Mon père a témoigné avoir reçu des messages textes dérangeants de ma part. Lorsqu'on lui a demandé de les fournir, il a présenté des messages qui étaient clairement juste moi demandant de nous rencontrer et de parler. Amanda a témoigné en dernier. Elle était convaincante, décrivant un frère qui avait toujours été instable et qui était devenu obsédé par la punition de la famille. Elle a dit que ma visite inattendue à son appartement était terrifiante. Puis Hélène a commencé notre défense. Elle a présenté mes preuves d'alibi, des photos du groupe d'études avec des horodatage me montrant à Cambridge alors que j'étais censé visiter l'appartement d'Amanda à Philadelphie, des données GPS de mon téléphone, des déclarations de témoins de Tyler et de 3 camarades de classe. Elle a montré au juge notre documentation, les emails, les messages textes, les documents financiers. Tout ce qui prouvait que mon discours était véridique. Elle a méthodiquement démantelé chacune des affirmations de ma famille, montrant des incohérences, fournissant des contre-preuves, démontrant qu'il s'agissait d'un effort coordonné pour me faire taire. Le juge semblait sceptique mais écoutait. Puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Tyler s'est précipité, suivi du collègue de la faculté de droit d'Hélène. Ils avaient l'air agités mais excités. « Votre honneur » a dit Hélène. « Je m'excuse pour l'interruption, mais nous venons d'obtenir une preuve cruciale. » Le juge Martinez a froncé les sourcils. C'est très irrégulier. Je comprends, mais cela a un impact direct sur la crédibilité de la demande d'ordonnance restrictive. Le juge lui a fait signe de continuer. Hélène s'est approchée de la barre avec des papiers. Ce sont des échanges de mails entre Amanda Murphy et une société de production de podcasts appelée Narrative Unlimited. Nous les avons obtenus par des voies légales ce matin. Elle a fourni des copies au juge et à Bill Henderson. J'ai vu le visage d'Amanda pâlir. Hélène a lu les emails. Ceci vient d'Amanda Murphy à un producteur de Narrative Unlimited, daté d'il y a 6 jours. Citation, je sais qu'il ne ment pas sur la façon dont ils l'ont traité, mais on peut tourner ça. Les gens adorent les drames familiaux. Je peux me faire passer pour la figure sympathique. Mes parents sont prêts à jouer le jeu si l'argent est bon. Fin de citation. La salle d'audience a éclaté. Le juge Martinez a frappé de son maillet. Hélène a continué. Il y a plus, votre honneur. Amanda négociait un accord pour une série de podcasts limités intitulée La trahison de mon frère. La société de production allait lui verser 75 000 $ pour les droits exclusifs de son histoire. Ces emails montrent qu'elle savait que le discours de Murray était véridique mais qu'elle s'est coordonnée avec leurs parents pour créer un faux récit à des fins lucratives. Bill Henderson était debout. Objection. C'est scandaleux. Ces emails sont sortis de leur contexte. Le contexte est assez clair, a dit Hélène. Amanda Murphy admet par écrit que son frère ne mentait pas, puis procède à mentir publiquement à son sujet et à coordonner une action en justice contre lui. C'est de la conspiration et de la fraude. Le juge Martinez a lu attentivement les emails. Son expression est devenue de plus en plus sévère. Mademoiselle Murphy, dit-il en regardant Amanda. Avez-vous écrit ces emails ? Amanda avait l'air d'être sur le point de vomir. Je peux expliquer. Oui ou non ? Oui, mais... Et vous avez témoigné sous serment que le discours de votre frère était faux et que vous craignez pour votre sécurité. C'est plus compliqué que oui ou non, mademoiselle Murphy. L'avocat d'Amanda lui a chuchoté de manière urgente à l'oreille. Elle a regardé le juge. J'invoque mon droit au titre du 5e amendement contre l'auto-incrimination. La salle d'audience a de nouveau éclaté. Le visage du juge Martinez s'est assombri. Maître Henderson, vos clients ont fait perdre son temps à ce tribunal avec ce qui semble être un stratagème coordonné pour diffamer et extorquer le défendeur. La demande d'ordonnance restrictive est rejetée. De plus, je renvoie cette affaire au procureur pour enquête sur un éventuel parjure et une fraude. Il a regardé mes parents.
M et Madame Murphy, vous devriez avoir honte. Votre fils a réalisé quelque chose d'extraordinaire et au lieu de le soutenir, vous avez essayé de profiter de sa destruction. Sortez de ma salle d'audience. Le maillet est tombé avec finalité. Mes parents et Amanda sont partis, entourés de journalistes criant des questions. Bill Henderson avait l'air humilié, rassemblant rapidement ses papiers et évitant tout contact visuel. Hélène s'est tournée vers moi. Nous avons gagné. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête. À l'extérieur du palais de justice, les médias nous ont assaillis. Hélène a fait une brève déclaration sur la vérité qui prévaut et la justice qui est rendue. Je n'ai rien dit, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Tyler m'a serré dans ses bras sur les marches du palais de justice. C'est fini, mec. Tu as gagné. Mais je savais que ce n'était pas complètement fini. Il y avait encore le procès en diffamation, ma réputation détruite à reconstruire, la situation de mon emploi à résoudre. Pourtant, pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les retombées de la révélation au tribunal ont été rapides et brutales pour ma famille. En 24 heures, Narrative Unlimited a publiquement annulé le contrat de podcast d'Amanda et a publié une déclaration se distançant d'elle. Ses sponsors Instagram l'ont immédiatement lâché. Les marques qui lui avaient envoyé des produits les ont réclamés ou ont menacé d'intenter une action en justice. Son nombre d'abonnés a chuté de 23 000 à 6 000 alors que les gens l'abandonnaient en masse. Les articles d'opinion qui m'avaient condamné se sont maintenant retournés contre ma famille. Les vrais méchants de l'histoire de Murray Murphy. Comment Amanda Murphy a instrumentalisé le statut de victime à des fins lucratives. Les parents qui poursuivent leurs enfants, quand la famille devient une transaction. Le procès en diffamation de mes parents s'est effondré. Hélène a déposé une motion en rejet fondée sur les preuves du tribunal et le juge l'a accordée avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas la redéposer. De plus, le juge leur a ordonné de payer mes frais de justice, près de 30 000 $, qu'Hélène avait méticuleusement suivis. L'entreprise de mon père, Barrett Pharmaceuticals, a lancé une enquête interne après que l'histoire a fait la une des journaux nationaux. Ils ne l'ont pas licencié, mais sa réputation là-bas était irrémédiablement endommagée. Ma mère a perdu plusieurs clients immobiliers importants qui se sont sentis trahis par ce qu'ils avaient appris sur son caractère. Les accusations de plagiat se sont évaporées sous l'examen. Harvard a publié une déclaration me soutenant, disant qu'ils avaient examiné les allégations et les avaient trouvées sans fondement. Le tabloïd qui avait publié l'histoire originale a posté une rétractation discrète, enfouie sur son site web. Hélène m'a conseillé que j'avais des motifs pour une contre-poursuite substantielle contre mes parents, pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et contre Amanda pour diffamation. Nous pourrions potentiellement gagner des centaines de milliers de dollars de dommages et intérêts. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Tyler m'a poussé à le faire. Fais-les payer. Ils le méritent. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas de leur argent. Je ne voulais pas passer d'autres mois ou années empêtrés avec eux dans des batailles juridiques. Je ne voulais plus qu'ils aient de place dans ma vie du tout. J'ai dit à Hélène que je voulais proposer un règlement. Tu es sûr, a-t-elle demandé. On pourrait gagner gros. J'en suis sûr. Hélène a rédigé les termes. Je retirerai toutes les demandes conventionnelles à 3 conditions. Premièrement, mes parents devaient accepter une thérapie familiale avec un professionnel agréé pour un minimum de 6 mois, que je choisisse d'y participer ou non. Ils devaient affronter ce qu'ils avaient fait, même si je n'étais pas là pour l'entendre. Deuxièmement, ils devaient signer un accord légal de ne plus jamais me contacter à moins que j'en prenne l'initiative. Troisièmement, ils ne devaient jamais discuter de moi publiquement dans aucun forum, média, réseau social ou autre. Amanda devait signer un accord similaire et publier des excuses publiques admettant qu'elle avait menti. L'avocat de mes parents a appelé Hélène en quelques heures. Ils ont tout accepté. Les excuses publiques d'Amanda sont apparues sur Instagram 2 jours plus tard. Elles étaient brèves, clairement rédigées par un avocat, et complètement creuses. Je m'excuse pour les déclarations que j'ai faites qui n'étaient pas véridiques. Je regrette le tort causé. Pas d'élaboration, pas de véritable responsabilité, mais c'était public et c'était quelque chose. Marcus Webb m'a appelé un mercredi matin fin juin. J'ai tout suivi. La décision du juge, le recul de votre famille. Je suis impressionné par la façon dont vous avez géré cela. Merci. L'offre d'emploi chez Elevation Tech est officiellement de nouveau sur la table.
Nous aimerions que vous commenciez en août comme prévu initialement. Et parce que vous avez traversé l'enfer, nous incluons une prime à la signature de $20 000 et couvrons vos frais de déménagement en Californie. J'ai accepté sans hésitation. Les grands médias qui avaient initialement publié des articles négatifs sur moi ont publié des corrections et des mises à jour. Plusieurs se sont excusés directement de ne pas avoir vérifié plus attentivement les affirmations d'Amanda. The Atlantic a fait un article de suivi intitulé « La rédemption de Murray Murphy », qui se concentrait sur la facilité avec laquelle l'opinion publique pouvait être manipulée et sur l'importance de la vérification à l'ère des médias sociaux. Je suis retourné à Cambridge pour emballer mon appartement et me préparer au déménagement vers l'ouest. Tyler m'a aidé à trier mes dernières affaires. Nous avons parlé de l'année écoulée, de Harvard, de tout ce qui s'était passé depuis la remise des diplômes. Tu sais ce qui est fou, ai-je dit. Si mes parents étaient juste venus à ma remise de diplôme, rien de tout cela ne serait arrivé. Ou s'ils s'étaient excusés après, a ajouté Tyler. Ils n'allaient jamais s'excuser. Cela aurait nécessité de me voir comme une personne qui en méritait une. Tyler est resté silencieux un moment. Penses-tu que tu leur reparleras un jour? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas parce que j'ai besoin qu'ils me valident. C'est ça la différence. Ma dernière nuit à Cambridge, j'ai traversé Harvard Yard seul. Le campus était plus calme en été. Moins d'étudiants, moins de touristes. Je me suis tenu devant Memorial Church où j'avais donné mon discours 6 semaines plus tôt. J'avais l'impression que c'était il y a une éternité. Mon téléphone a vibré. Un email des relations avec les anciens de Harvard. Ils voulaient présenter mon histoire dans le prochain magazine des anciens, dans le cadre d'une série sur la résilience et l'intégrité face à l'adversité. Le titre proposé était « Le discours qui a tout changé ». J'ai souri et j'ai sauvegardé l'email pour y répondre plus tard. Janet Carlson de Whitman & Associates m'a également envoyé un message. L'entreprise de Richard Peterson avait été exposée dans un scandale de fraude fiscale sans rapport. Peterson a démissionné en disgrâce, et son entreprise de médias était vendue en morceaux. Janet a dit que le cabinet n'avait plus besoin de l'apaiser, et si jamais j'étais intéressé par le conseil dans quelques années, ils aimeraient reprendre contact. J'ai répondu poliment en déclinant. J'étais passé à autre chose. Whitman & Associates représentait une version du succès que je ne voulais plus. Une où la vérité pouvait être sacrifiée pour les relations avec les clients. Où l'intégrité était négociable. Tyler m'a conduit à l'aéroport un matin ensoleillé d'août. Nous avions été colocataires pendant 4 ans. Meilleurs amis à travers tout. Tu vas cartonner en Californie, a-t-il dit au départ. Viens me voir une fois que tu auras fini tes études de droit, lui ai-je dit. Élévation Tech embauche toujours des avocats. Nous nous sommes serrés dans les bras et je me suis dirigé vers ma porte d'embarquement. Dans l'avion, alors que nous montions à travers les nuages au-dessus de Boston, j'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. La négligence et la solitude de mon enfance. La détermination silencieuse qui m'a porté au lycée et à l'université. Le moment où je me suis tenu sur cette estrade de remise de diplôme et où j'ai dit ma vérité. J'ai pensé au prix que j'avais payé pour cette honnêteté. Le travail que j'ai perdu, la réputation détruite, la famille qui a essayé de me briser complètement plutôt que d'admettre ses échecs. Mais j'ai aussi pensé aux alliés inattendus. Tyler, qui m'a soutenu quand il aurait été plus facile de prendre ses distances. Hélène, qui a vu l'injustice et a décidé de se battre. Marcus, qui a cru en moi quand ma carrière semblait détruite. Même les inconnus sur les réseaux sociaux qui, après avoir vu les preuves, se sont excusés d'avoir jugé trop rapidement. J'ai réalisé quelque chose d'important. L'absence de mes parents à la remise des diplômes n'était pas la tragédie que je pensais. Leur absence était en fait la preuve finale que je n'avais plus besoin d'eux. J'étais arrivé à Harvard, j'avais obtenu mon diplôme en tant que major de promotion, et j'avais construit un avenir entièrement sur ma propre force. Ils ne m'ont pas fait. Ils ont juste échoué à me briser. Le discours est devenu viral parce qu'il a touché des gens qui s'étaient sentis invisibles, qui avaient été le mauvais enfant, qui avaient réalisé des choses extraordinaires dans des salles vides. Il importait parce qu'il était vrai. Et la vérité résonne, même quand elle est inconfortable. Et oui, mes parents ont finalement appelé après l'avoir vu à la télévision. Mais à ce moment-là, leurs appels ne signifiaient plus rien. Leur panique et leur tentative de limiter les dégâts m'ont montré exactement qui ils étaient. Des gens plus soucieux de leur image que de la douleur de leur fils.
J'ai appris que la famille n'est pas toujours les gens qui partagent votre sang. Parfois, c'est le colocataire qui vous aide à rassembler des preuves à 2 heures du matin. La professeure qui prend votre cas pro bono parce qu'elle croit en la justice. Le PDG qui offre de l'aide quand vous êtes au plus bas parce qu'il se voit dans votre lutte. La femme à côté de moi dans l'avion m'a demandé pourquoi je volais vers San Francisco. Je commence un nouveau travail, ai-je dit. Un nouveau départ. Elle a souri. C'est bien pour vous. L'avion s'est stabilisé au-dessus des nuages, se dirigeant vers l'ouest, vers un avenir que j'avais construit moi-même, vers une vie libre des gens qui me voyaient comme invisible. Mon téléphone avait une barre de Wi-Fi d'avion. Un texto de Tyler est arrivé. Tu l'as fait. Je suis fier de toi. J'ai répondu, nous l'avons fait. Parce que c'était aussi la vérité. Je n'ai pas gagné seul. J'ai gagné parce que lorsque ma famille de sang m'a abandonné, j'ai trouvé des gens qui ont choisi de se tenir à mes côtés. J'ai gagné parce que j'ai refusé de laisser leur récit devenir ma réalité. J'ai gagné parce que je me suis battu pour moi-même quand personne d'autre ne le ferait. L'hôtesse de l'air est passée avec les boissons. J'ai commandé un ginger ale et j'ai regardé le ciel infini. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée en écrivant ce discours de remise de diplôme. Je pensais que peut-être mes parents l'entendraient, ressentiraient une certaine honte, me contacteraient avec des excuses. Je pensais que l'exposition mènerait à la réconciliation. Au lieu de cela, l'exposition a mené à la guerre. Et gagner la guerre signifiait accepter que la réconciliation pourrait ne jamais arriver, et apprendre à être d'accord avec ça. Certaines familles guérissent, d'autres non. La mienne non. Mais moi si, et c'était suffisant. Le capitaine a annoncé que nous atterririons à San Francisco dans 4 heures. 4 heures avant que ma nouvelle vie ne commence officiellement. 4 heures avant de descendre de cet avion en tant que quelqu'un qui avait survécu à la tentative de sa famille de le détruire et en était sorti plus fort. J'ai fermé les yeux et je me suis permis de me sentir sincèrement fier pour la première fois depuis des semaines. Fier du discours que j'ai donné, fier du combat que j'ai mené, fier de la personne que j'étais devenue malgré tout ce qui travaillait contre moi. À l'atterrissage, j'ai attrapé mon bagage à main et je suis sorti sous le soleil californien. Marcus Webb avait envoyé une voiture me chercher. Le chauffeur tenait une pancarte avec mon nom dessus. Bienvenue à San Francisco, Monsieur Murphy, a-t-il dit. Merci, ai-je dit. C'est bon d'être ici. Et je le pensais. Alors, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu à choisir entre maintenir la paix avec votre famille et défendre votre propre vérité? Avez-vous été l'enfant invisible, celui dont les réussites passaient inaperçues tandis que quelqu'un d'autre recevait toute l'attention et le soutien? Comment avez-vous géré cela? Êtes-vous resté silencieux ou avez-vous parlé? Et qu'en est-il du pardon? Pensez-vous que certaines actions sont trop nuisibles pour être pardonnées? Ou croyez-vous que les familles devraient toujours trouver un moyen de se retrouver, quoi qu'il arrive? Je suis curieux de connaître vos histoires, vos perspectives, vos propres expériences avec des dynamiques familiales qui n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui est aux prises avec des choix similaires. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes senti invisible ou sous-évalué ou pris entre l'honnêteté et la loyauté familiale, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires. Et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans sa lutte.